Alors, bienvenue dans cette magnifique chapelle de l'Amérique française. Il fait grand plaisir de vous accueillir ici ce soir, première journée du printemps, je pense, ça commence. Et on a un débat formidable ce soir, extrêmement intéressant, à l'occasion du lancement du livre « Le dilemme de la Constitution » du philosophe québécois Charles de Coninck. Pour les plus jeunes, ce n'est pas qu'un pavillon, même si plusieurs d'entre nous y avons étudié. Charles de Coninck a été doyen de la faculté de philosophie de l'Université Laval, notamment. Et l'ouvrage qui est lancé ce soir réunit des textes qui sont inédits, ces divers écrits politiques et éthiques de ce philosophe de chez nous. Donc, le cœur de l'ouvrage, et ça a inspiré notre question de ce soir, est constitué des textes qui ont été rédigés en 1954 par Charles de Coninck à l'invitation de la Commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels. Alors, d'où notre question de ce soir, qui est très simple, mais qu'on va essayer d'approfondir, le fédéralisme, les pour et les contre. Alors, pour débattre de cette question et aussi de l'actualité de la pensée de Charles de Coninck, on a la chance d'avoir un trio de choc. D'abord, Louise Beaudoin, ancienne ministre québécoise des Affaires intergouvernementales, notamment, mais aussi de la culture, des affaires internationales. Et dans mes notes, j'ai, à titre de chef de cabinet de l'un de ses prédécesseurs aux affaires intergouvernementales, elle a aussi été impliquée dans les négociations qui ont précédé l'adoption de la Constitution de 1982. Non encore approuvée par l'Assemblée nationale, doit-on le souligner. Et le fruit n'est pas mûr pour le signer. Quand j'étais reporter, on posait des questions à M. Pelletier. Le fruit est-il mûr? Le fruit n'est pas mûr. C'est un fruit qui est irradié, je crois, mais en tout cas, on en reparlera. Dans notre trio de choc, on a Jacques Vallée, qui est ex-professeur de philosophie politique, qui a étudié avec Charles de Coninck, un grand commis de l'État à la retraite et qui s'emploie aujourd'hui à la réédition de ses œuvres. Et puis, évidemment, on a Benoît Pelletier, constitutionnaliste, ancien ministre québécois des Affaires intergouvernementales canadiennes, professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et auteur notamment de l'ouvrage « Une certaine idée du Québec », publié en 2010 aux presses de l'Université Laval. Alors d'abord, je vais poser cette question initiale qui va nous amener à approfondir le sujet. La question, elle est rédigée, je vais un peu faire comme certains animateurs de télé, je vais la lire. Depuis plus d'un demi-siècle, le débat perdure au Québec sur les pour et les contre du fédéralisme, les inédits du philosophe Charles de Coninck, rédigé en 1954 pour la Commission Tremblay sur les problèmes constitutionnels du Québec, et rassemblé pour la première fois dans ce livre, Le dilemme de la Constitution, apporte-t-il aujourd'hui un éclairage nouveau, digne de notre attention, donc sur ce sujet complexe? D'abord, une réponse de Jacques Vallée, à l'embon, comme on dit, donc ici même, et en une dizaine de minutes, Jacques, je vais vous minuter strictement. Puis ensuite, nous aurons les réponses de nos deux autres panélistes et nous engagerons une causerie, c'est pas un débat, n'est-ce pas? Alors, bonsoir à tous. Je vais d'abord vous donner la question que les commissaires avaient posée à Charles de Coninck, exprimer en tant que philosophe ses vues sur la valeur humaine du fédéralisme canadien, sur les avantages et les désavantages de le maintenir dans notre pays. C'était d'ailleurs la première fois qu'un philosophe, et la dernière, était nommé expert par le gouvernement d'une commission royale d'enquête. Alors, Charles de Coninck, pour répondre à la question, recourt à la politique d'Aristote, ouvrage publié au IVe siècle avant Jésus-Christ, et qui nous fournit des critères permettant de départager les constitutions bonnes des constitutions mauvaises, mais après avoir conduit une étude minutieuse des constitutions de 158 cités grecques, qui étaient alors toutes des États souverains. Et selon Aristote, la constitution bonne doit viser le bien commun dans un État de droit où tous sont soumis à la loi. Et la constitution mauvaise se caractérise parce qu'elle est détournée du bien commun vers le bien de certains particuliers et qu'elle fait régner l'arbitraire et non la loi.
Et il y avait pour Aristote 3 types de constitutions bonnes, selon le nombre des détenteurs, la monarchie quand il y a un seul homme, l'aristocratie, une petite élite, et la démocratie tempérée, l'ensemble des citoyens. Les constitutions bonnes, il les appelle les politiques. Les constitutions mauvaises sont appelées despotiques. Et il y a 3 constitutions mauvaises qui sont pour Aristote comme simplement le double pervers des constitutions bonnes. En quelque sorte, les constitutions bonnes peuvent se métamorphoser en constitutions mauvaises. Et la monarchie peut devenir une tyrannie, l'aristocratie peut devenir une oligarchie ou une plutocratie, et la démocratie tempérée peut devenir une démagogie. Alors, pour Aristote, une constitution est un organisme créé par les hommes et qui est constamment en vie. Aristote était un biologiste au départ. La préférence d'Aristote dans les 3 constitutions bonnes va à la démocratie tempérée parce que c'est la constitution suprêmement politique qui permet aux citoyens d'être gouvernés, mais aussi de gouverner. Cette constitution est celle qui permet le plein épanouissement des facultés humaines. Qu'est-ce qu'une société pleinement politique? Pour Aristote, ce n'est pas le contrôle de la monnaie, ce n'est pas le contrôle du commerce avec l'extérieur, ce n'est pas le contrôle de la défense qui fonde le caractère essentiel de la société politique. La société pleinement politique se caractérise par le contrôle d'abord de l'éducation, de la culture et de sa constitution interne, par ce qui pèse vraiment sur la formation de l'être humain et permet son plein épanouissement, qui est le but de la société pour lui. Une société pleinement politique n'est donc possible pour lui que dans un État qui reste à l'échelle humaine. Pour Aristote, comme pour tous les Grecs, la société politique est impossible dans un grand État. L'Empire perse, qui était le voisin de la Grèce, était considéré comme nécessairement despotique et barbare. Alors, le fédéralisme dans tout ça. Il n'apparaît, le fédéralisme, que 2200 ans après Aristote, avec la création des États-Unis d'Amérique, et au 19e siècle, avec la Fédération canadienne, appelée souvent à tort Confédération. D'ailleurs, je ne m'arrêterai pas, mon temps étant compté, la différence entre fédération et confédération. Je vous recommande un article remarquable d'un certain Benoît Pelletier dans le Journal de Québec du 4 septembre 2014, page 18, sur le sujet. L'avantage du fédéralisme pour Charles de Coninck, qui se situe dans la lignée d'Alexis de Tocqueville, c'est qu'il résout l'impasse vue par les Grecs dans la constitution de vraies sociétés politiques dans de vastes territoires. Il permet de petites sociétés politiques qui sont les États américains ou les provinces canadiennes. Et l'État central a comme rôle d'être, lui, non une société politique, mais plutôt ce que Charles de Coninck appelle un rempart protecteur des provinces en assurant la défense, le commerce extérieur, la monnaie. C'est la lecture que Charles de Coninck fait de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, qui lui paraît adapté à la coexistence non seulement de 10 provinces chez nous, mais de 2 peuples, de 2 cultures. Et en 1963, il dira à propos du Québec, il emploiera le terme « nation ». Mais pour lui, le fédéralisme ne peut respecter lui-même qu'en respectant 3 dimensions fondamentales. Il doit s'inscrire dans un cadre sociologique qui, tant aux États-Unis comme au Canada, précède le système fédéral. Il est le fruit d'un pacte entre les réalités politiques, parce que le mot fédération vient de fédus, ça veut dire pacte, qui le précède. Et il est fondé sur le principe, de Coninck le croit, comme d'Alexis de Tocqueville, de la double souveraineté. Les provinces ne sont pas des créatures de l'État central, c'est en fait plutôt l'État central qui est une créature de ces sociétés politiques qui ont précédé l'État central. Maintenant, les désavantages du fédéralisme, selon de Coninck, c'est que sa tentation intrinsèque est d'aller vers le grand État. Comme tout système politique, vu par l'aristotélicien, tout système politique peut se métamorphoser en son contraire, en son double pervers. Et le grand État, c'est ce qui est la tentation c'est la tentation du pouvoir central qui prend ombrage du pouvoir des provinces. Et c'est la lecture que de Coninck fait de l'évolution politique canadienne des années 30, et marquée par la crise, et des années 40, où Ottawa a essayé de dépouiller les provinces de certains de leurs pouvoirs. Alors, le grand État, il est contre, et comme les Grecs l'étaient, c'est le remplacement de l'homme par des numéros, par des quotas. Le grand État, nous dit-il, veut homogénéiser
Et le grand État, c'est, pour de Coninck, la disparition du politique vers l'administratif. Le grand État, c'est la gestion des numéros. En somme, le système fédéral, pour de Coninck, comme tout régime politique, vit une double dynamique. Une dynamique positive que lui donne sa constitution d'origine, une dynamique de vie, mais aussi une dynamique que je qualifierais, sans que ce terme soit employé par de Coninck, de mortifère. Alors, de Coninck, c'est mes 2 dernières pages, est mort à Rome en 1965. Il n'a évidemment pas vu le référendum de 80, ni la Constitution de 82. Mais je crois qu'il aurait été incontestablement un critique radical de la Constitution de 82 parce qu'elle ne préserve pas, comme il dit, le rôle du fédéralisme au Canada, c'est de préserver, non de confondre comme aux États-Unis. Elle ne préserve pas la nation québécoise en créant le multiculturalisme. Elle nie le pacte fondateur, puisqu'on enlève des pouvoirs au Québec sans son assentiment, et elle nie la double souveraineté. Et enfin, cela, elle le fait avec la complicité d'une Cour suprême qui est juge et partie parce qu'elle est nommée par l'une des 2 parties, ce qui n'est pas le cas de la Cour suprême américaine. Maintenant, ce que de Coninck apporte de nouveau, pour nous, c'est une vision philosophique lucide, je dirais, voire pessimiste de notre évolution constitutionnelle, du dilemme qui a été le nôtre, et il nous apprend qu'il faut, en matière constitutionnelle, aller voir derrière le masque. Et lorsque on employait, avec l'accord de Thomas, on a cherché le titre de ce livre et on a utilisé le dilemme de la Constitution. Le dilemme, c'est pour dire une chose, que pour Aristote, une constitution est toujours en train de se construire et de se détruire. Les constitutions sont vivantes. Elles ne sont pas comme pensait Trudeau, qui voulait que sa constitution dure 1000 ans. Ça, c'est anti-aristotélicien. Et une constitution, il faut soit toujours la réformer, ou soit en changer si on n'est plus capable de la réformer. Et c'était ça, c'est la question du dilemme. Est-ce que dans tout ce qui s'est passé, est-ce que nous sommes capables de réformer cette Constitution dans tout ce qui s'est passé, ou est-ce que nous devons en changer? Et l'ultime valeur que je vois à Charles de Coninck, c'est d'avoir donné une vision qui n'est pas d'un constitutionnaliste, qui n'est pas d'un juriste, qui n'est pas d'un historien, une vision philosophique, et c'est la seule qui, à mon sens, existe de notre système de gouvernement, et une vision qui s'inspire à la fois d'Aristote, j'aurais pu vous montrer qu'elle s'inspire aussi beaucoup de Montesquieu, qu'elle s'inspire aussi beaucoup de Tocqueville, qui sont parmi les plus grands penseurs de philosophie politique. Et je voudrais, en toute dernière phrase, remercier notre cher Antoine Robitaille. Merci beaucoup, Jacques Vallée. Très bien, Jacques. Le texte dont il est question a été publié le 14 février 2009. S'intitulait « Charles de Coninck, déchiffreur de notre temps », évidemment dans Le Devoir. Alors, donc la question, et comment y répondez-vous, vous, Benoît Pelletier? Est-ce que ça apporte un éclairage nouveau, digne de notre attention, ce fameux chapitre-là sur le fédéralisme comme rempart contre le grand État? Bien, je dirais que les écrits de Charles de Coninck par rapport à la commission Tremblay et puis son œuvre en général contient un certain nombre de choses qui, moi, ont retenu mon attention, notamment l'importance d'examiner les systèmes politiques à partir de principes qui sont philosophiques plutôt qu'à partir d'une grille d'analyse qui soit strictement économique, comme on a l'habitude de le faire, ou même d'une grille d'analyse qui soit strictement politique. Plutôt que de regarder les structures pour ce qu'elles sont, essayons de voir dans quelle mesure ces structures-là sont capables de servir le bien commun. Donc, c'est cette recherche du bien commun qui est le grand, si je puis dire, objectif que doivent poursuivre les structures politiques et la capacité de chaque structure d'atteindre le bien commun, ou du moins de s'approcher du bien commun, cette capacité-là devient le facteur déterminant pour l'appréciation de la qualité d'un système politique donné.
Une autre chose que je retiens, fort intéressante, et qui est aussi en lien avec ce que je viens de dire, c'est l'importance qu'apporte Charles de Coninck à la valeur humaine. La valeur humaine du fédéralisme. Et ce serait applicable également à d'autres systèmes politiques. Ça pourrait être la valeur humaine rattachée, pourquoi pas, au projet de la souveraineté du Québec. Dans le cas qui nous intéresse, c'était la valeur humaine du système fédéral. Je pense qu'on oublie trop souvent, justement, les dimensions humaines de nos systèmes politiques. Il y a des approches qui sont purement juridiques, il y a des approches qui sont purement sociologiques, mais on oublie d'apprécier dans quelle mesure l'être humain peut trouver en quelque sorte son épanouissement dans le système politique auquel finalement il appartient. Mm-hmm. Il y a également une autre chose qui a retenu mon attention, qui n'est pas nouvelle en soi, mais qui est aussi encore pertinente aujourd'hui, c'est cette tentation centralisatrice, presque inévitable, des régimes politiques. Et il faut comprendre que Charles de Coninck, évidemment, nous dit de faire bien attention pour ne pas céder à cette tentation et que les systèmes politiques doivent éviter, justement, de tomber dans le piège d'une centralisation à outrance. Mais ça, je pense que lorsque on regarde ce principe-là et on voit l'ensemble des principes philosophiques qui le sous-tendent, je pense, tel que Charles de Coninck les avance dans son livre, je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'appréciation d'un régime. Et puis, pourquoi pas, en terminant, en quelque sorte, cette question qu'on voit, cette phrase que je vois à la fin du livre, vraisemblablement cette phrase qui s'applique aux nations, quelles qu'elles soient, où elle dit « Si elles en valent la peine, elles seront universelles dans leur particularité. » Ben, moi, j'ai trouvé ça très, très fort, cette phrase-là, parce que je me dis que c'est justement parce que le Québec est une société particulière, une société singulière, et disons-le, une nation tout à fait spéciale au nord de l'Amérique. C'est justement pour cela que le Québec peut avoir des prétentions internationales et doit être fier de s'affirmer dans le monde tout autant que dans le Canada. Très bien. On va y revenir, sans doute en parlant peut-être de la doctrine Gérin-Lajoie, dont vous parliez souvent comme ministre. Mais on va écouter la réponse de Louise Baudouin. Oui, il n'y aura pas de grosse chicane ce soir. Non, mais on ne la cherche pas. Avec Benoît, on la cherche bien. Pas. Mais parfois, on la cherche. Mais... Oui, c'est ça, dans les débats. Mais pas ce soir. Dans le devoir de débattre. Alors, merci Antoine. Moi, j'aimerais commencer sur un plan un peu plus personnel, si vous me le permettez. Benoît est né à Québec, il nous l'a dit tout à l'heure. Moi aussi. Très contente d'y revenir une fois de temps en temps. Et puis, bien sûr que la famille de Coninck, ça signifiait quelque chose pour les gens de ma génération. Et il y avait, je ne sais pas si elle est ici ce soir, Maria de Coninck, mais elle avait exactement mon âge. Et puis, nous sommes allés à l'école primaire ensemble, pas loin d'ici, au vieux monastère. Alors, ça faisait partie de cet environnement de notre belle capitale nationale et l'ensemble donc de la famille de Coninck que je salue ce soir. Ensuite, moi, je suis allée à Jésus-Marie, au collège Jésus-Marie pour poursuivre mes études. C'était au temps béni des collèges classiques. Et notre professeure de philo, qui s'appelait Mère Marie de Lourdes, qui est morte aujourd'hui, avait été une étudiante de Charles de Coninck, une inconditionnelle d'ailleurs de Charles de Coninck. C'est donc de façon peut-être indirecte, mais qu'on a pu bénéficier, nous, les filles de Jésus-Marie, dans les années justement 60, de l'enseignement de Charles de Coninck. Moi, ma voix n'a pas été celle de mes savants
collègues ici ce soir, Jacques qui a enseigné la philo, Benoît qui continue à enseigner à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai fait une simple maîtrise en histoire à l'Université Laval, mais c'est tout simplement pour vous dire que mon approche n'est ni celle juridique d'un constitutionnaliste, ni celle philosophique, bien évidemment, mais tout simplement, je dirais, de la perspective historique, mais de l'histoire longue, aurait dit Fernand Braudel. Alors, mes maîtres à penser, moi, à l'université, ici, à Laval, ça a été Jean Hamelin, qui était donc un historien, et puis Fernand Dumont, dont Raison commune, son magnifique livre, a été mon livre de chevet pendant les 4 années où j'ai été ministre de la Culture. En politique, bien sûr, mon mentor a été René Lévesque. Tout ce que je veux dire, c'est que mon approche est un peu différente. Alors, réponse à la question, moi, ce qui m'a frappé justement en lisant ça, c'est que je me disais, c'est ce que ça aurait dû être, continuer à être, que la Constitution canadienne, qui a été vraiment transformée, qui a été complètement changée, peut-être que oui, il faut les transformer et les changer, mais dans le cas du Canada, ça a été dans le sens de la centralisation et dans un sens qui n'était pas favorable au Québec. Alors, c'est pas ce qu'elle est devenue, puisqu'elle ne redeviendra jamais, à mon avis, compte tenu, justement, que, et de Coninck en avait vu tous les dangers, en effet, toutes les menaces qui pouvaient peser, comme Jacques l'a bien expliqué, qu'il y avait comme 2 dynamiques à l'œuvre, mais il y en a une qui a triomphé, à mon avis, et ce n'est pas la vision dont Benoît va sûrement nous parler tout à l'heure, c'est-à-dire de réformer la Fédération canadienne. Et je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, peut-être ça aurait pu se passer autrement, mais le fait est qu'il ne reste pas grand-chose de cette dualité canadienne originale dont parlait Charles de Coninck, et puis qu'en 1954, il y avait une raison précise, là aussi, à cette commission Tremblay. C'était voulu par Maurice Duplessis, mais pour tenter de stopper, justement, déjà les visions centralisatrices du Canada. Et il apporte, Charles de Coninck, de puissants arguments, justement, en faveur de cette dualité initiale, ne serait-ce que ce concept de société politique par rapport au grand État. De 54 à 68, bien sûr, il y a eu Duplessis qui a créé donc l'impôt sur le revenu suite à la commission Tremblay. Il y a eu ensuite la Révolution tranquille, toutes ces avancées québécoises. Et en 1968, Trudeau vint. Ça a été donc l'avènement de Trudeau et le triomphe d'une vision sur l'autre, d'une des 2 dynamiques sur l'autre. Et qui sait, l'apothéose de tout ça, c'est la refondation du Canada, à mon avis, en 1982. Et c'est vrai, Antoine, vous l'avez dit, j'étais directrice de cabinet de Claude Morin, et c'est pas un bon souvenir que ces négociations de 1982 qui se sont terminées, donc, par l'adoption d'une constitution auquel le Québec n'a toujours pas adhéré. Et même dans la forme, ce n'était pas agréable, parce que Jean Chrétien nous a téléphoné le lendemain même de la défaite référendaire, alors qu'on était encore dans les vapeurs de la défaite, et qui nous a dit, dans 2 semaines, on commence les négociations. Et ça a été très violent, très dur, je dis très violent, pour le Québec, qui a été, tout le monde le sait, isolé au bout. Alors, ce coup de force constitutionnel, on vit toujours avec. Alors, pour moi, dans le fond, c'est certainement pas, Jacques l'a dit un peu tantôt, ce que Charles de Coninck aurait souhaité, aurait voulu, ou c'était pas du tout sa façon, donc, d'imaginer le fédéralisme canadien dans la perspective, justement, du bien commun. Voilà. Est-ce que, je vais rebondir sur cette question-là de 82, est-ce que 1982, avec sa Constitution, a complètement empêché le Québec de rester ce que Charles de Coninck appelait une société politique? Parce que Charles de Coninck élabore pas mal sur la notion de société politique. Alors pourquoi, quels sont les droits qui répondent au caractère d'une société politique? Le Québec maîtrise son code civil, peut amender sa constitution et il insiste beaucoup sur les compétences en matière d'éducation. Donc, la question
à partir de 82, est-ce que ça empêche complètement le Québec de rester et de se cultiver comme société politique? Non, parce que tout ce dont vous avez parlé reste et est resté, même après 1982. Mais il y a néanmoins deux conséquences majeures. Et là, ici, je vais rejoindre les propos de Louise. Deux conséquences majeures qui découlent du rapatriement de 82. Le premier, c'est cette grande difficulté, pour ne pas dire cette quasi-impossibilité maintenant, de modifier la Constitution canadienne. C'est-à-dire que 1982 aurait peut-être été plus acceptable, entre guillemets, si au moins il y avait une possibilité d'apporter des réformes qui aillent dans le sens des intérêts du Québec, comme c'était le cas pour l'accord du Lac-Meach, vraisemblablement. Mais avec les années, je vous dirais qu'il y a différents mécanismes qui sont ajoutés. La tenue de référendums en Colombie-Britannique et en Alberta, la tenue d'audiences publiques au Manitoba, la loi sur les vétos régionaux. Il y a différentes choses qui se sont ajoutées à la procédure de 1982. La jurisprudence aussi, j'imagine. Et qui sont venues l'alourdir. Oui. Non, oui, absolument. C'est-à-dire que non seulement cette procédure-là est-elle déjà difficile à mettre en œuvre, on l'a vu avec Meach, on l'a vu avec Charlottetown, mais en plus, il y a eu si je peux dire, des facteurs paraconstitutionnels, donc des facteurs qui ont émergé en marge de la Constitution, qui sont venus alourdir encore plus la procédure de 1982. Alors ça, c'est, à mon avis, un grand problème. L'autre problème qui découle de 1982, c'est ce danger qu'il y a à long terme d'une fragilisation de l'identité québécoise à la lumière d'une charte canadienne des droits et libertés qui est interprétée par une Cour suprême dont les juges ne sont nommés que par Ottawa et qui forcément a tendance à uniformiser le droit au Canada, sans tenir compte, évidemment, des particularités québécoises. Un peu comme si, au Forum, quand les Canadiens reçoivent les Bruins, c'est les Canadiens qui nommaient les arbitres. Voilà. Alors, exactement, puisque... Et en quand plus, j'essaie de faire comprendre ça à des étudiants, quand j'enseignais en sciences politiques, c'est ça que je disais. C'est ça. Et en plus, là, on parle du grand tribunal d'arbitrage constitutionnel, c'est-à-dire que c'est le tribunal, voilà, c'est le tribunal qui arbitre le partage des pouvoirs. Mais cela étant dit, par rapport à la question que je posais, oui. Est-ce que le Québec est moins aujourd'hui une société politique qu'il ne l'était en 1981? La réponse est non. Puis il pourrait l'être encore plus une société politique si les Québécois sortaient de leur torpeur, se reprenaient en main, s'affirmaient, défendaient leurs intérêts et retrouvaient intérêt dans le dossier des relations fédérales provinciales. Merci. Mais... Ouais. Et peut-être s'intéresser au fédéralisme? Ah ben, je le souhaite, hein? Non, mais dans le sens où le fédéralisme, ça peut être une belle idée, ça peut être la descente. Voilà. On dirait qu'on ne s'intéresse pas au fédéralisme. Il y a un camp qui s'intéresse à un pays, certains diraient imaginaire, mais on s'intéresse peu au fédéralisme au Québec. Et puisqu'on s'y intéresse peu, on participe très peu à la définition du Canada de demain. Et on laisse cette définition-là être faite par les autres. Mais, Louise Baudouin. Oui, je suis assez d'accord avec Benoît sur un certain nombre de choses. Bon, est-ce que le Québec constitue plus ou moins maintenant, après 82, une société politique? Il y a quand même le fait que la Constitution de 82 a intégré, en effet, cette charte des droits et libertés, et ce multiculturalisme, ça a changé énormément de choses dans le rapport des droits individuels par rapport aux droits collectifs, justement, disons, de la nation québécoise. Et pour moi, quand je dis refonder le Canada, c'est dans ce sens-là, c'est que là, ça a banalisé complètement la différence québécoise. Ça
nous réduit, à mon avis, à un morceau de la mosaïque canadienne, malgré les belles paroles, là, qu'on est une nation dans la nation, etc. Ça, ce sont des paroles verbales, mais c'est pas inclus, justement, c'est pas constitutionnalisé. Ce qui est constitutionnalisé, c'est le multiculturalisme canadien, à partir duquel, et on le voit dans chaque jugement de la Cour suprême, puis le dernier en date, là, moi, j'en reviens tout simplement pas. C'est comme si le bon sens n'existait plus. Vous parlez de Loyola. Oui. Qui l'a emporté, Ben oui, qui a eu gain de cause sur le cours de CR. éthique et culture religieuse. Exactement. Bon. Alors, et de fois en fois, là, à chaque fois qu'il y a un jugement fédéral, d'une cour fédérale, l'autre jour, c'était sur le niqab et la citoyenneté, je ne sais pas quoi. Et on dirait que le simple bon sens n'existe plus. Alors, parce que le multiculturalisme, c'est la nouvelle religion, en effet. Je veux dire, bon. Mais on pourrait dire, puisque... Oui, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que ce changement-là, à mon avis, est tellement profond et a tellement changé de choses que ça fait à nouveau, moi je le dis comme je le pense, que le Québec est redevenu une minorité ethnique dans le Canada. Et pour moi, ça a de graves conséquences sur l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Pourquoi s'intégrerait-il à une minorité? Eux autres même en sont une. Les Québécois, donc la majorité franco-québécoise aussi. Alors donc, c'est tous ces problèmes-là que ça met en cause. Là, et je suis d'accord et je rejoins Benoît là aussi, c'est désespérant, en effet, de voir, je dirais, à la fois l'indifférence des Québécois par rapport au Canada. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas une flamme terrible par rapport au Canada. Sauf pendant les séries. Oui, probablement. Et j'ajouterais à la Coupe Vanier, ici, au football collégial. Ah, c'est vrai? Ah, il y a des jets. Mais personne n'en tire. Ce que je veux dire, c'est que personne de cette indifférence-là, ni les souverainistes, ni les fédéralistes, n'en tirent de conséquences politiques. On est juste indifférents. On est juste pas là, on n'est juste pas intéressé. Alors, ça, en effet, moi aussi, je souhaiterais un grand réveil, mais moi, je crois au retour des nations. Au retour des nations, avec la crise de 2008, avec le monde dans lequel l'on vit, dur, complexe, difficile, que dans ce monde-là, le retour à cette valeur refuge qu'est la nation. Merci. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, donc 1982. Si je reprends le concept de Charles de Coninck, de grand État, est-ce que c'est pas bon d'avoir une charte des droits et libertés qui nous permet d'avoir un contrepoids pour une personne, par exemple, d'initier un recours constitutionnel ou remettre en question une loi? Est-ce que c'est pas une manière de lutter contre l'établissement d'un grand État? Deux choses. Je pense qu'on ne peut pas s'objecter en 2015 à l'idée qu'il y ait dans une société une charte constitutionnelle. Parce que, la constitutionnalisation d'une charte a pour but d'éviter les excès de l'État et l'arbitraire de l'État et de protéger les citoyens, évidemment, par rapport aux interventions du gouvernement. Cela étant dit, le problème, c'est de savoir comment cette charte est appliquée et comment elle est interprétée. Oui. Et la Cour suprême du Canada est partie, elle, du principe, dès le moment où la charte est adoptée en 82, est partie vraiment en peur, et elle a posé le principe qu'en tout temps, les droits et libertés doivent être interprétés d'une façon large et libérale, large et généreuse. Et par la suite, elle dit, cependant, il est possible pour l'État de porter atteinte aux droits et libertés, mais dans la mesure où c'est raisonnable et dans la mesure où c'est justifiable dans le cadre d'une société libre et démocratique, comme le prévoit l'article 1 de la Charte canadienne. Lorsqu'elle applique l'article 1, la Cour suprême dit il faut que l'État ne porte atteinte que minimalement aux droits et libertés.
Alors là, on n'est plus en présence de la raisonnabilité. Est-ce que la mesure législative est raisonnable ou non? La question que se pose la Cour, c'est est-ce que la mesure législative ne porte atteinte que minimalement, ou porte atteinte le moins possible, aux droits et libertés? Alors, on pourrait très bien avoir une mesure qui porte atteinte aux droits et libertés plus que ce qui est nécessaire, mais qui soit néanmoins raisonnable, eu égard au contexte social. La Cour invalide une telle mesure. Alors, je pense que l'un des problèmes, c'est dans le déséquilibre qu'il y a dans l'interprétation de la Charte entre, d'un côté, les droits et libertés de la personne, qu'on reconnaît comme étant fort valables dans notre société, bien entendu, et de l'autre côté, les intérêts collectifs qui sont laissés pour compte et au cœur desquels intérêts collectifs se dessine la spécificité du Québec. Par exemple, le fameux jugement sur les écoles passerelles, bon, qui était mi-figue, mi-raisin, finalement. C'était, bon... C'est un jugement incroyable. Incroyable! Ouais. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. moi, très franchement, je vais vous dire le fond de ma pensée là-dessus, contrairement à Benoît. Pourquoi constitutionnaliser? Justement, la Charte des droits et libertés du Québec existe. Il y en a une, c'est M. Bourassa, je pense, qui est là. Bon. 1975. 75. Oui. Bon. Alors, avant même celle du Canada, d'ailleurs. Oui. Bon, là, on dit toujours, évidemment, c'est la Charte canadienne qui a préséance. Puis ici, il y a entre les deux, parce qu'on voudrait bien... Mais on peut l'amender. On peut l'amender. Peut-être que ça doit prendre les 2/3. Peut-être qu'il faut que l'Assemblée nationale, je ne sais trop quoi, qu'il y ait des règles relativement sévères. Ce n'est pas une loi ordinaire. J'en suis très consciente. Mais... Pour moi, en tout cas, là, je ne vois pas... Je trouve que ça mène justement à tous ces excès. Et par rapport au Québec, vous venez de le dire aussi, Benoît, bon, les droits collectifs versus les droits individuels, employer la clause non-obstant, moi, ça ne me gênerait pas. Elle est là, elle existe, ça ne me gênerait pas du tout. Et, mais je sais que c'est quand même délicat. Tu sais, on ne peut pas, à tout bout de champ, dire, bon, employer la clause non-obstant. Mais tout ceci pour dire que cette constitutionnalisation, avec le multiculturalisme dedans, là, c'est ça là qui défait, je veux dire, les choses au Québec, qui déconstruit un certain nombre de choses au Québec. Moi, j'en vois pas la nécessité. Puis la Charte des droits et libertés du Québec me plaît telle qu'elle est, puis telle qu'on peut l'amender via l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'elle n'a pas les mêmes problèmes d'interprétation que la Charte canadienne, parce qu'elle est interprétée finalement en ultime recours par les mêmes juges nommés par Ottawa? Absolument. Et d'ailleurs, on constate que dans les jugements, à titre d'exemple, où la Cour suprême a invalidé des dispositions de la loi 101, la Cour les a invalidées à la fois en vertu de la Charte canadienne et en vertu de la Charte québécoise. C'est-à-dire que la Charte québécoise... Elle a fait la même chose dans Loyola. N'a pas protégé... C'est ça. La Charte québécoise n'a pas protégé spécialement la spécificité québécoise, ce qui est évidemment extrêmement déplorable. Le multiculturalisme dont parle Louise... c'est au moins... C'est pas dans la Charte québécoise, c'est ce que je cherche? Non, c'est dans la Charte canadienne. Oui. C'est un principe d'interprétation qui, je dois l'admettre cependant, est très peu utilisé par la Cour suprême. On l'a vu être utilisé, ce principe-là du multiculturalisme, dans certains dossiers liés à la liberté de religion, mais la Cour, donc, n'a pas fait un usage extrêmement fréquent. Le problème, c'est que beaucoup de Canadiens, eux, adhèrent au principe du multiculturalisme, alors que ce principe-là ne convient pas au Québec. Bon, voilà. Et ce principe-là ne convient pas au Québec parce qu'au Québec, il y a une culture qui est une culture dominante, qui est la culture québécoise, mais cette culture-là elle-même est le fruit d'une osmose qui résulte de l'apport des différents groupes ethniques, des Autochtones, des nouveaux arrivants, de tous ceux qui, avec les francophones, ont bâti le Québec. C'est ça l'idée. Et si on parle aujourd'hui au Québec d'intégration des immigrants, il faut bien les intégrer à un cadre. À une culture de convergence. Ce cadre-là, vous ne le définissez pas si vous adoptez le multiculturalisme. Non. Vous ne le définissez que lorsque vous adoptez une culture qui est la culture
commune qui est la culture, finalement, dominante de votre Benoît, société. c'est moi Charles qui vais vous poser une question. vient de réconcilier une souverainiste et un fédéraliste. Mais c'est parce que, justement, je pose la question, comment sortir de ce dilemme quand on est fédéraliste? Moi, c'est facile. Je dis, on en sort du Canada. Et puis, on va faire, justement, on a une charte, et puis des droits et libertés, et puis il y a une culture de convergence, comme Fernand Dumont l'expliquait bien. Puis, donc, il y a toute cette possibilité de vivre ensemble autrement que dans le Canada, etc. Alors, comment, quand on est fédéraliste, c'est quoi la justification de continuer comme ça, de le réformer, même s'il est irréformable? Bien, d'abord, c'est que c'est pas facile non plus de réaliser la souveraineté du Québec. C'est ça. Bon point. Alors, on a un peu... On parle en théorie, on a un peu, comme politicien québécois, le choix entre deux voies extrêmement difficiles, extrêmement compliquées. Deux voies qui sont dans des impasses. Est-ce que c'est pas ça le drame du Québec actuellement? J'hésite à le dire, mais c'est un peu ce que moi, je crois, pense, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impasse. D'un côté, une souveraineté que les souverainistes ne parviennent pas à accomplir et qui serait très dur à réaliser dans un contexte nord-américain, ça faut le dire. Donc, ils s'attaquent vraiment à un gros morceau. Et puis, en même temps, une réforme du fédéralisme canadien qui franchement, est rendue, elle aussi, très difficile à exécuter si on la veut globale. Évidemment, si on veut des réformes à la pièce, il y a toujours moyen de s'entendre. M. Couillard n'en parle plus. M. Couillard a abordé la question quand même. Oui, il a ouvert là-dessus, même quand il est devenu chef du Parti libéral. Mais... Je l'ai entendu, bien entendu. Et il n'est pas Vous avez eu un frisson, Benoît. Il n'est pas dit qu'il n'y reviendra pas, parce que je le connais. Mais ce que je constate, c'est qu'en cours de route, lui, c'est l'économie là maintenant qui semble le préoccuper davantage. Mais je ne crois pas pour autant qu'il ait perdu, disons, je le connais, je ne crois pas qu'il ait perdu ses ambitions de renforcer le Québec à l'intérieur du Canada. Ça peut se faire par des voies constitutionnelles ou non. Certains peuvent en douter, évidemment. On les a entendus. Et puis, bon, c'est votre droit. Et en même temps, je sais que pour lui, il n'a jamais été question de signer la Constitution de 1982 à moins que le Québec obtienne une juste réparation. Oui. Et c'est là qu'il y a eu une incompréhension. Certains ont pensé que Philippe Couillard était prêt à signer la Constitution de 82, et pour quelques politiciens que ce soit, signer ça sans que le Québec ait une réparation, ce serait complètement suicidaire. Je comprends, mais ça devient, cette question-là, un peu comme la question du Labrador. J'ai l'impression on s'est fait avoir, mais que plus le temps passe, plus même sur certaines cartes du Québec, émise par le gouvernement du Québec, on ne voit plus cette belle frontière dentelée du sud du Labrador. Donc, on oublie même les revendications. Oui. Mais Antoine, la question va se reposer sur 1982. Là, le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, là, ça s'en vient, là, c'est 2017. Oui. Bon, alors, il est sûr et certain qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de cette échéance-là, que la question va se reposer. Et là, que le premier ministre, qui sera, en principe, en tout cas, puisqu'il est élu jusqu'en 2018, toujours en place, là, on va devoir entendre ce qu'il a à dire, parce que c'est quand même incroyable, on n'a pas signé. Moi, je me demande à quoi ça sert, les constitutions, très sincèrement, parce que là, bien, écoutez, on n'a pas signé, ça fait depuis 82, et puis ça s'applique à nous, si je comprends bien, comme si on l'avait... Comment on n'a pas le choix? On ne l'a pas signé, ça devrait ne pas s'appliquer puisqu'on n'a pas signé, puis qu'on n'a pas adhéré. Mais non, mais c'est là, ça sert à quoi de signer ou de ne pas signer? C'est quoi la différence à ce moment-là? C'est symbolique? C'est-à-dire qu'on sait très bien que juridiquement, la Charte s'applique, et la Constitution de 82 s'applique, et que le geste du Québec est un geste politique.
Mais cela dit, non, mais cela dit, c'est vrai, c'est ça la réalité. Cela dit en passant... La Cour a réglé ça à quel moment? En 1984, 3 ou 2? C'est dans le deuxième jugement. En 1981, d'abord avec le renvoi sur le rapatriement, et en 82 avec le renvoi sur le droit de veto du Québec. Mais en même temps, le gouvernement libéral n'aurait pas signé non plus cette Constitution de 1982, ni Robert Bourassa, ni Jean Charest, ni Daniel Johnson Jr., aucun chef libéral ne l'aurait signé. Pourquoi? Parce que non seulement il y a un problème quant à la forme dans cette Constitution de 82, évidemment la façon est très inélégante, pour dire le moins, avec laquelle le Québec a été mis de côté, mais il y a un problème de fond. Et le problème de fond tient au fait qu'il y a des dispositions linguistiques qui viennent limiter les pouvoirs fondamentaux de l'Assemblée nationale du Québec en matière de langue. Et les problèmes de fond tiennent aussi au fait que, évidemment, la Cour suprême jusqu'à présent n'interprète pas suffisamment cette charte d'une façon asymétrique, c'est-à-dire en tenant compte des intérêts propres au Québec. En tout cas, moi, je peux vous dire, pour avoir assisté à ces fameuses négociations-là, que c'est honteux pour un grand pays comme le Canada, de la façon dont ça s'est passé, la manière dont ces négociations-là ont eu lieu. On a fait le tour du Canada. Ça m'a permis, en tout cas, de me promener à travers le Canada, ce que j'aurais peut-être pas fait, en tout cas, de cette manière-là, mais bon, j'étais là. Et, mais on était traités comme des perdants, il faut bien le dire. Hein, comme mais des vous perdants. l'étiez. Mais je le sais. Mais il y aurait pu avoir, je ne sais pas, non, ça ne peut pas exister, un petit sursaut de grandeur de la part de Jean Chrétien et de Pierre Trudeau. On parle souvent de majorité claire. Oui. Et puis là, je vais revenir un peu à Charles de Coninck, parce que moi, j'ai l'impression que la majorité claire qui a été dégagée en 1980, c'est quoi, 60 %? Oui. En faveur de quoi? Du livre beige de Claude Ryan, qui est... Ben, les Québécois ont dit non à la souveraineté, effectivement, mais ce qui était l'option alternative, l'autre option, c'était le livre beige de Claude Ryan. Les deux n'étaient pas sur la table, là, comme mais les deux n'étaient pas sur la table, mais on pourrait développer l'argument qu'au fond, ce que les Québécois souhaitaient, dans leurs 60 % là, quand Trudeau a dit on mène au siège en jeu pour avoir du changement. Qu'est-ce qui était sur la table? C'était le livre beige de Claude Ryan, qui est, il me semble-t-il, une proposition constitutionnelle très de Coninquienne, si vous me permettez le néologisme. Tout à l'heure, Jacques Vallée parlait de la Cour suprême. Justement, il y avait des propositions sur la Cour suprême dans le livre beige. Donc, la seule fois où il y a eu une majorité claire pour quelque chose, parce qu'on a toujours dit, on a dit non en 92, ça a été autour de cette idée-là de fédéralisme renouvelé, où justement la société politique québécoise pouvait se développer. Là. Mais Antoine, dans tous les sondages, même à l'heure actuelle, j'en suis certaine, en tout cas le dernier grand sondage que j'avais vu là-dessus, l'option préférée des Québécois demeure le fédéralisme renouvelé. Moi, ma réponse à ça, c'est que c'est pas possible. Alors, donc, Benoît rétorque que, bon, faire l'indépendance, c'est pas simple non plus, visiblement, en effet. Bon, mais en tout cas, pour moi, au moins, c'est un projet qui nous donnerait un grand élan. Sinon un grand État, un grand élan, et puis qui changerait notre rapport au monde, notre rapport avec les minorités ethniques du Québec, etc. Pour moi, c'est un beau et grand projet qui mérite, je ne sais pas, de s'investir, même si c'est dur, compliqué, puis j'en suis consciente. Mais l'option préférée des Québécois, c'est le fédéralisme renouvelé. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dans le sens du renouvellement du fédéralisme canadien, si on le souhaite, sans toucher à la Constitution aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. La plupart des gens... Une réforme constitutionnelle qui ne touche pas à la Constitution, il me semble que... Non. Une réforme du fédéralisme, attention. Ouais. Pas une réforme constitutionnelle, mais une réforme du fédéralisme sans toucher à la Constitution, que vous pouvez réaliser par le biais d'ententes administratives, que vous pouvez tout à fait réaliser par le biais de reconnaissance
de la spécificité québécoise que vous pouvez réaliser de différentes façons sans que ça requiert des modifications constitutionnelles. Moi, je peux vous dire que lorsque j'étais en politique, j'étais content des gains que nous réalisions par rapport à Ottawa dans différents dossiers. J'étais très, très heureux quand nous avons signé une entente asymétrique en matière de santé. J'étais très, très heureux aussi lorsqu'il y a eu... Qui est remise en question, là? Maintenant, oui. Effectivement. J'étais très, très heureux lorsqu'il y a eu... et je n'y suis pour rien, vous le savez. Et j'étais très, très heureux lorsqu'il y a eu aussi la reconnaissance des Québécois comme nation par la Chambre des communes. Je vais vous dire pourquoi. Nous savions très, très bien, nous, que du côté souverainiste, on dirait que cette reconnaissance-là n'est que symbolique et que cette reconnaissance-là ne vaut rien, qu'elle n'est pas constitutionnelle. Mais mettez-vous dans un contexte politique. Si nous avions échoué, si la Chambre des communes avait dit non, nous ne reconnaissons pas les Québécois comme nation, qui pensez-vous aurait fait du millage politique? Ça aurait été les souverainistes. Là, il y a eu une reconnaissance majoritaire, nettement majoritaire, du fait que les Québécois forment une nation au Canada. Mais qui a eu quel effet, Benoît Pelletier? Insuffisant. Un effet insuffisant, puisqu'il n'y a pas eu de suite par la suite à cette motion. En 2005-2006, Stephen Harper promettait un document, là, une charte du fédéralisme pour contrôler notamment le pouvoir de dépenser. C'était un de vos dadas, ça, je me souviens. Mais ça n'a jamais été réalisé. Non, ça n'a pas été fait. Et là, il y avait, un espoir. En 2005, dans son discours au Château Frontenac à Québec, pas loin d'ici, dans le contexte de l'élection de 2005-2006. Oui. 19 décembre. Oui, il y avait eu un discours où il avait condamné, figurez-vous, le pouvoir fédéral de dépenser. Il avait dit que le Québec pourrait donc avoir sa place à l'UNESCO par ailleurs. Et il avait promis une charte du fédéralisme. Et moi, j'espérais que cette charte du fédéralisme nous permette d'énoncer des règles qui soient, en fin de compte, fondées sur le respect de cette double souveraineté dont vous parliez tout à l'heure, qui est en quelque sorte le fondement même du fédéralisme canadien. Mais ça n'a pas vu le jour. Bon, Louise Baudouin. Là-dessus, sur toutes ces questions-là, il y en a une que je voudrais ajouter. Moi, qui suis indépendantiste par ambition internationale, là, dans le monde dans lequel on vit, par ambition internationale? Oui, je prétends que mieux vaut être un pays que d'être la province d'un pays sur la scène internationale. Ça me semble élémentaire. Là. En tout cas, moi, ça m'apparaît comme ça. Et là-dessus, c'est intéressant parce que, Benoît, vous avez j'étais présente d'ailleurs au Corim, vous avez fait un discours, c'était en 2006 peut-être, et vous l'avez repris, ce texte-là, en bonne partie, dans votre livre, où vous disiez il faut une entente avec le Canada sur notre présence internationale, une espèce d'entente cadre globale, parce que vous reconnaissiez en effet, puis c'est encore le cas, là, qu'il y avait, c'était à la pièce, et puis ça dépendait du bon vouloir, et puis si Pierre Petitgrou est sympathique, aussi John Baird l'est pas, etc. Et il y avait toutes sortes de considérations qui existent encore aujourd'hui, et ça, c'était pour moi majeur dans le cadre du fédéralisme. On est pour vivre dans le fédéralisme. Ça ne s'est pas fait, ça n'a pas eu lieu. J'étais sûre que vous ne trouviez pas d'interlocuteur pour arriver à ça. Et quand on regarde les dossiers, des dossiers extrêmement importants, il me semble que là, c'est des bonnes raisons pour être indépendantiste. Kyoto. Alors, le gouvernement canadien se désengage de Kyoto. Pensez-vous qu'il a écrit en disant « Et le Québec, lui, continue à appuyer Kyoto ». C'est le Canada qui sort de Kyoto puis qui se désengage d'un traité qu'il avait lui-même signé, ratifié, enfin, etc. Je pense à Copenhague, où ça a échoué, bien sûr, cette grande conférence sur le climat. Il y en a une autre à Paris bientôt. Mais à Copenhague, effectivement, Jean Charest a dit, au nom du Québec, un certain nombre de choses, mais le prix Citron a été attribué 2 jours sur 3 au Canada, mais jamais ça a été dit, à l'exception du Québec dans le Canada. Et des exemples comme ça, on en a... puis là,
l'avenir de la planète est en cause, là, à Paris, là, c'est de ça dont on va discuter en décembre prochain. Si le gouvernement Harper est réélu, ben, on sait que c'est un État voyou sur le plan international et sur ces questions-là. Alors, moi, là, sur l'UNESCO, petite avancée, je le reconnais, petite avancée, mais à l'intérieur de la délégation canadienne. La vraie avancée, ça a été fait par Brian Mulroney et Pierre-Marc Johnson, c'est sur la francophonie et c'est sur les sommets de la francophonie. Oui. Et Harper avait dit, mutatis mutandis, on fera la même chose à l'UNESCO qu'en francophonie. Or, en francophonie, comme dans notre relation bilatérale avec la France, c'est les deux exceptions notables. Mais là, la mondialisation, on sait qu'il y a beaucoup de pouvoirs de régulation qui ont été transférés à des organismes supranationaux. Il me semble qu'en soi, ou bien quand on est fédéraliste, on arrive au type d'entente dont vous parliez, mais qui j'ai perdu, là, je m'imagine, dans la brume, où effectivement, on assume ses responsabilités internationales. Ouais. J'écoute ce discours passionné pour la souveraineté du Québec et je me demande ce qu'aurait voté Charles de Coninck aux deux référendums en 80 et en 95, parce qu'on est parti de cette notion de société politique, et le fédéralisme rempart contre le grand État. On a parlé de 82. Et j'ai l'impression que Jacques Vallée a une réponse et une conjecture, mais... Oui, je dirais qu'il faut distinguer. Il y a eu deux référendums. Comment il aurait voté en 80 et comment Pouvez-vous monter votre micro un petit peu? Oui. Comment il aurait voté en 80 et comment il aurait voté en 95? Moi, je crois qu'en 80, ça c'est mon sentiment personnel, on ne le sait pas, puisqu'il est mort en 65, et qu'il était lui-même d'abord un fédéraliste, mais un fédéraliste sociologique qui voulait le Québec nation à l'intérieur du Canada, et il aurait pu, en 80, croire dans le discours auquel on a fait allusion, là, de Trudeau, qui promettait un fédéralisme renouvelé. Et on peut dire qu'il idéalisait un peu 1867. Oui. Charles de Coninck, non? Alors, donc, moi, je pense qu'en 80, il aurait pu répondre, mais je vais ajouter cependant deux choses. En 95, la situation est complètement différente, parce qu'en 95, il y a eu 82. Puis 82, comme je l'ai dit dans mon intervention, 82, ça va contre tous les principes de Charles de Coninck. Et bon, pour ce qui concerne le fédéralisme, la double souveraineté n'est pas respectée, puisqu'on ne tient pas compte du Québec. Le pacte n'est pas respecté, les signataires du pacte. Et puis, on l'isole et on procède sans le Québec. Ensuite, il y a... Bon, et puis tout ça se fait avec la complicité d'une Cour suprême qui n'est pas vraiment légitime pour arbitrer, vous y avez fait allusion, pour arbitrer entre Québec et Ottawa, parce qu'elle est nommée par Ottawa seulement. Alors, je pense qu'il aurait été... en 82, un critique radical et que ça aurait pu influencer son choix de 95. Ça. N'oubliez pas que... Donc, il aurait fait comme beaucoup de Québécois. Il se serait n'oubliez pas, je vous donne un bel exemple, le sénateur Arthur Tremblay, que Charles de Coninck connaissait, et qui a été mon premier patron dans la fonction publique. Il a voté non en 1980, puis en 1995, il a voté oui à la souveraineté. Cependant, j'attirais mon troisième point, attention, il y a de très beaux passages, parce que dans ce livre, il y a question de toutes sortes d'autres textes, et de très beaux passages sur la manière de prendre des décisions politiques. Ouais. Et qu'il faut lire, c'est des passages d'une réflexion philosophique profonde, et où Charles de Coninck montre qu'on ne prend pas dans la vie de tous les jours, comme dans la politique, des décisions qui ne s'appuient que sur des raisonnements. Pardon? Qui ne s'appuient que sur une sorte de logique, de logique de politologue, si vous voulez. Et que, ultimement, lorsque vous choisissez, puis quand vous choisissez dans un référendum ou dans un vote, lorsque, ultimement, vous choisissez, il y a la prudence. Mais la prudence au sens aristotélicien du terme. Phronésis. Oui. Et la prudence au sens aristotélicien, c'est pas au sens que nous utilisons dans la vie de tous les jours. On n'est pas prudent pour Aristote. Simplement, avoir peur toujours d'agir, c'est pas pour Aristote une prudence. Il faut savoir avoir peur et craindre quand il y a un véritable danger, puis saisir l'occasion. Et d'ailleurs, il y a un très beau livre d'un professeur québécois, Laforêt,
sur la prudence aristotélicienne. Et je vous rappelle que la prudence aristotélicienne, si on juge la Deuxième Guerre mondiale, l'imprudent dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est Chamberlain qui s'agenouille devant Hitler. Et les prudents, ben c'est Churchill puis De Gaulle qui disent la seule façon de sortir l'Allemagne de l'Europe, c'est de se tenir debout. Alors là, je ne sais pas, à cause de la notion de prudence, on ne peut pas savoir pour qui il aurait voté en 1995, mais il aurait certainement été un crime. D'ailleurs, je montre dans le livre aussi qu'en 1950, il a beaucoup critiqué la politique fonctionnaliste de Pierre Elliott Trudeau, qui était formulée dans les deux premiers numéros de Cité libre. Et il est contre la politique fonctionnaliste, où Trudeau dit, même à un moment donné, on pourrait tout ça serait tellement plus simple si administrativement, si on transférait. Mais ça, c'est une définition contraire à Charles de Cogne de l'État. Le bon gouvernement, c'est pas de. Est-ce que c'était le débat Aristote-Platon à ce moment-là? C'est Charles de Coninck critique du platonicisme de Trudeau. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Thomas de Coninck nous le dira peut-être tout à l'heure. Bon, j'ai déjà pris un peu trop de temps. Non, ça va. Très bien. Vous voulez réagir? Non, très franchement, j'ai aucune idée de ce que Jacques À partir de ce que vous avez lu, est-ce qu'on peut dire... C'est sûr que ce qu'il souhaitait, je l'ai dit dès le départ, on le voit bien, bon, peut-être qu'il idéalisait un peu 1867, mais quand même, c'était le récit national au Québec, c'était celui-là. Et ça a été celui-là jusqu'en 1982. On a cru ça, tout le monde, collectivement. Quoique le livre blanc de 1980 était un livre qui était très critique de 1867. Ben, qui disait que ça avait un effet corrosif et folklorisant sur la culture québécoise. Donc, mais quand même, l'idée des deux peuples fondateurs du pacte, c'était un faux pacte, oui, d'accord. Il y avait tout ça dans le livre blanc. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le récit national a duré quand même jusqu'en 1982. Je comprends que les souverainistes ont voulu en sortir, bon, bien sûr, mais que collectivement, c'est quand même ça qui nous a portés pendant toutes ces décennies, toutes ces années. Et puis que là, on a réalisé qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait plus. S'il y en avait déjà eu un, de toute façon, quand on a demandé si on avait le droit de veto, il me semble qu'on a posé cette question-là à la Cour suprême pour se faire répondre qu'on n'avait jamais eu. Ça, c'est après. Ben oui, ben voilà. Mais on croyait ça, c'était sur cette illusion. La question a été posée par le gouvernement de René Lévesque. Oui. Ce qui était une erreur, d'ailleurs. Ben, une erreur politique, peut-être, mais dans la vérité des choses, on l'a su, le fond de l'affaire. Une erreur parce que au moment où le renvoi sur le droit de veto a été rendu, on était en décembre 1982. Le rapatriement était déjà accompli. La Cour suprême n'avait absolument aucun autre choix que de déclarer que le Québec n'avait jamais eu de veto. Sinon, elle aurait torpillé elle-même le rapatriement accompli, cautionné, mis en vigueur par Sa Majesté la Reine. Alors, c'était une impossibilité pour le Québec de gagner sur cette question du renvoi sur le droit de veto. Et moi, je pense que si le gouvernement du Québec a porté la décision devant la Cour suprême, c'est parce qu'il y a des gens qui commençaient à reprocher à René Lévesque d'avoir fait perdre au Québec son droit de veto. C'est vrai. Et lui s'est dit, ben, écoute, j'irai devant la Cour suprême et la Cour confirmera, malheureusement pour le Québec, la Cour confirmera que le Québec n'a pas eu de droit de veto. Mais lorsqu'on regarde tous les précédents historiques, tous les cas où nous sommes allés à Londres pour faire modifier la Constitution canadienne par rapport aux relations fédérales-provinciales, et toutes les fois où nous ne sommes pas allés à Londres parce qu'il manquait un partenaire, parce qu'un partenaire n'était pas d'accord. Dans l'histoire, depuis 1867, quand on a modifié tous les précédents allaient dans le sens de l'unanimité. Ah oui? Ouais. C'est-à-dire que tous les précédents, et positifs et négatifs. Alors, un précédent positif, c'est quand on va à Londres, faire modifier la Constitution sur une question intéressant les relations fédérales provinciales. Un précédent négatif, c'est quand on ne va pas à Londres parce qu'il manque un partenaire, comme à Victoria en 1971, à titre d'exemple. Bien, tous les précédents, fussent-ils positifs ou négatifs, allaient dans le sens de l'unanimité.
Mais dans le chapitre sur le rempart contre le grand État, il y a un développement, je dirais, moi, que j'ai qualifié d'anti-consumériste. Il dit c'est une des tentations du grand État, c'est s'acoquiner avec la grande entreprise, ne voir les citoyens que comme des consommateurs et des prestataires de services. Donc, ça aussi, c'est une forme dégénérée, disons, du grand État, où on ne pense plus au bien commun, où, pour reprendre ces mots, on voit dans la société politique qu'un ensemble mouvement de producteurs et de consommateurs. Mais est-ce qu'on n'est pas là-dedans aujourd'hui? Et est-ce que ce n'est pas ça qui fait en sorte que et le projet fédéraliste et le projet souverainiste sont minés, et j'ajouterais peut-être aussi par les nouveaux médias qui sont les nôtres, où on est moins nationaux. Spontanément, on ouvre notre ordinateur le matin ou on regarde sur notre téléphone cellulaire, on est en contact avec le journal Le Monde, le journal The New York Times, tout ça. On est moins dans un univers national et on est dans un univers, disons, international. Et les jeunes sont là-dedans aussi. Ils sont sur Facebook, ils ont souvent des amis un peu partout dans le monde. Souvent, ils écrivent en anglais parce que c'est plus simple, parce que les amis vont mieux comprendre. Disons, donc je veux dire, est-ce qu'on n'est pas à la fois dans une dénationalisation tranquille, parce que c'est pas ça qui mine les deux projets, et dans une vision de l'État qui est simplement une grande entreprise qui veut faire des surplus. Ouais, ben, éviter de faire des déficits et faire des surplus. Ben, ça revient à la valeur humaine du régime, oui, qui, dans le fond, doit être centrale dans l'analyse qu'on en fait. Mais je dirais que, à mon avis, la mondialisation qui entraîne, on le sait, l'anglicisation rapide de la planète, ça, c'est un côté que je déplore. Mais la mondialisation pose un grand défi aux États existants. Et derrière ces États, il y a des communautés particulières, des nations qui, à mon avis, vont émerger dans les années à venir parce que, justement, leur singularité va être recherchée. Et c'est le cas pour une nation comme la nation québécoise. C'est-à-dire que l'État canadien risque de faire les frais de la mondialisation parce que la mondialisation, en quelque sorte, porte atteinte à la souveraineté étatique ou remet en question la souveraineté étatique, dont le gouvernement canadien est l'un des porteurs, pas le seul, mais est l'un des porteurs et le principal porteur sur la scène internationale. La mondialisation risque de fragiliser, si je peux dire, les États au profit des régions, des communautés et des petites nations, peut-être même des villes éventuellement. Mais cela m'amène à dire que moi, à mon avis, l'avenir dans le contexte de la mondialisation, c'est aux petites nations. Mais est-ce que les nations ne sont pas aussi travaillées au corps là, par tous ces phénomènes-là? Oui, sans doute. Mais j'ai l'impression parfois, moi, quand les gens parlent de leur identité aujourd'hui, que l'identité québécoise se vide par le haut et par le bas. On a des gens qui maintenant se disent canadiens sans problème. Oui, il y en a pas mal. Et d'autres gens qui vont se dire montréalais. Donc, moi, je pense qu'on se dit beaucoup citoyens du monde. Même qu'on a deux maires qui veulent établir des cités-États. C'est vrai. Dans leurs documents, là, ils veulent plus de pouvoir. Ils veulent aller chercher au gouvernement du Québec une partie du pouvoir en éducation. C'est quelque chose. Oui. Bon, peut-être que c'est une grande menace, mais je ne la vois pas quand même. On va voir. Là, ça s'en vient. Mais moi, je crois que, qu'on est citoyen du monde. En effet, je veux dire, on est des citoyens du monde. Mais en même temps, moi, je suis d'accord avec Benoît que, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il va y avoir et qu'il y a déjà un retour à la nation et aux politiques par conséquent. Parce que c'est l'entité, politique, démocratique, peut-être exemplaire. Mais justement parce que les
les nations ont cet avenir-là, et peut-être même les petites nations, sur la scène internationale. D'abord, on le voit en Écosse, on le voit en Catalogne. C'est pas vrai que les nations... C'est pas vrai, ça. Je veux dire, voyons donc. On vient de... Mais non, mais... On le voit en Belgique aussi, en Flandre, chez les Flamands, peut-être encore plus que dans la communauté française de Belgique. Et on le voit ici. Moi, je ne crois pas à cette disparition-là. Et c'est vrai que les petites nations, au sens où, Antoine, vous l'aviez d'ailleurs défini qu'Alain Finkielkraut à partir de la définition que Kundera lui-même en faisait, c'est-à-dire de savoir que l'on peut disparaître, de savoir que l'on est fragile. Savoir... On est petit, non pas géographiquement ou démographiquement, on est petit mais dans notre existentiellement. Ça nous donne une vision du monde, en effet, qui est unique, qui sera probablement enfin recherchée aussi, et d'interface entre le Nord et le Sud. Il me semble qu'il y a un grand avenir là, dans la mondialisation pour les petites nations. Ouais. Il y a convergence, mesdames et messieurs. On va peut-être prendre des questions maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la glace? Sinon... Ah oui. Bonsoir. Vous vous présentez? Puis... Oui, je m'appelle Ronald Sirard. Très bien. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Je suis impressionné un peu de voir que M. Pelletier, malgré tout ce qu'il dit, est encore fédéraliste. Je n'arrive pas à comprendre. Mais... Allez directement à votre question, à un moment donné, probablement qu'il va faire le chemin qui manque pour arriver à comprendre qu'il y a une nation qui s'appelle la nation québécoise. Moi, la première chose, puis là-dessus, je rejoins Mme Baudouin, 2017, ça va faire 150 ans. Et je pense qu'il y a là un tournant, en tout cas, j'espère que ça va être un tournant important. Bien, d'une part, j'aimerais savoir effectivement ce que M. Pelletier peut penser de l'idée de fêter en 2017, 150 ans de confédération. Et fondamentalement aussi, on fait référence à 1867. Moi, je ne pense pas qu'en 1867, on a créé une fédération. Moi, je pense qu'en 1867, il y avait une nation qui était la nation québécoise. Et dans le pacte qu'on a fait, qu'on n'a jamais, à mon avis, entériné, on a mis fondamentalement la nation québécoise sous la dépendance de la nation canadienne. On lui a enlevé à ce moment-là, de façon effective, les principaux pouvoirs qui appartenaient aux nations en 1867. On a laissé au Québec l'éducation. C'était quoi en 1867, l'éducation? C'était quelque chose que les religieux contrôlaient. C'était quoi la santé? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Oui, question? Oui, parfait, merci. Alors, moi, je peux vous dire ceci. Moi, je n'hésite pas à le dire, et je le dirai sur toutes les tribunes s'il le faut. Moi, j'estime que les Québécois forment une nation. Maintenant, je me dis, c'est pas nécessairement parce qu'ils forment une nation qu'ils doivent être un pays. Y a-t-il une possibilité pour une nation de chercher à s'épanouir dans un ensemble politique qui est plus vaste, dans un ensemble politique qui, lui, apporte quelque chose et qui est aussi porteur de valeurs, puis qui est porteur d'une identité à laquelle un grand nombre de Québécois sont attachés. Mais je vous dirai ceci, c'est que ce que je constate, c'est que nous sommes en 2015. La souveraineté n'est toujours pas réalisée. Quand vous entrez en politique québécoise, vous avez le choix. Ou vous investissez votre énergie pour essayer de réaliser le projet souverainiste, ou vous faites comme moi et vous investissez votre énergie pour essayer de renforcer le Québec à l'intérieur du Canada en espérant que la population vous suive. Il est très rare que la population vous suive. Il est très rare que la population vous appuie parce que vous êtes vu comme étant ringard lorsque vous parlez des dossiers qui sont des dossiers qui portent sur la défense des intérêts du Québec. Ceux qui parlent aujourd'hui de la défense de la langue française ou de la culture québécoise sont vus comme des gens qui sont dépassés dans bien des milieux, et c'est dommage. Et moi, j'en ai contre cela. Ça ne m'empêche pas d'être fédéraliste. J'ai une fierté réelle du Québec. Je me permets d'être critique par rapport au système canadien. Je ne suis pas ici comme le porte-parole du Parti libéral du Québec.
Je suis ici comme un penseur libre qui vous dit cependant ceci. Moi, les énergies que j'ai voulu investir politiquement, je les ai investies dans la défense sincère du Québec à l'intérieur du Canada. C'est ça que j'ai fait. Merci. J'ai lu aussi que Duplessis avait reproché au Québec un peu sa tiédeur au moment de ses combats contre Ottawa sur les questions fiscales, donc au moment de la commission Tremblay. Donc, je ne sais pas, on fera un autre débat autour de ça. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. Mon nom est René Pion de Montréal. Le 13 avril 81, à l'élection, M. Claude Ryan a eu 46 % des votes. M. Couillard a eu 41 %. On dit que c'est un grand vainqueur, mais il n'en tient pas moins que M. Ryan a fait une excellente performance. Pensez-vous que si M. Ryan avait été élu premier ministre du Québec, est-ce que le sort de l'histoire aurait été différent par rapport aux événements qui ont suivi le référendum de 80 avec M. Trudeau? Avec des si. Oui. Histoire, fiction, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de rapatriement? Ben, je sais pas si Pierre Trudeau, là, pendant la campagne référendaire de 80, ni Jean Chrétien ni Pierre Trudeau n'ont bien traité le Parti libéral du Québec. Donc, M. Ryan l'a dit à un certain moment aussi. Tu sais, bon, alors est-ce que ça les aurait empêchés d'aller au bout de leur idée? Parce que, dans le fond, M. Trudeau, il y avait une idée forte, qui n'est pas la nôtre, ni à Benoît, ni à moi, bien sûr, mais une idée forte qui était le type de Canada qu'il souhaitait, sa vision. Et il a voulu l'implanter de force au Québec, mais dans le fond, on n'a pas réagi beaucoup, et puis on a laissé faire, et ça s'est produit. Mais il avait son idée, il savait ce qu'il voulait, et puis il l'a fait, puis je ne suis pas sûre que le Parti libéral du Québec aurait pu empêcher quoi que ce soit, personnellement, parce que Pierre Trudeau... était déterminé, très, très déterminé. Ça tombe bien. Au micro, on a un témoin de cette époque, Louis Duclos, n'est-ce pas? Oui. Ah, oui. Il était député libéral en 82. Et qui a voté contre. Qui a voté contre le rapatriement, n'est-ce pas? Un des courageux. Oui. Le seul. Bon, j'étais bien seul. Pardon? J'étais bien seul. Ah, oui. Ce qu'on a devant nous, là, c'est le statu quo constitutionnel versus l'indépendance nationale du Québec. Alors, je vais demander à M. Pelletier en particulier et à d'autres et aux autres, est-ce que le pouvoir fédéral de dépenser, finalement, c'est peut-être une des premières choses à modifier si on veut que le fédéralisme canadien soit quelque peu intéressant pour l'avenir du peuple québécois? Merci. On l'a dit un peu tout à l'heure? Oui. Benoît Pelletier l'a un peu dit tout à l'heure. Oui, absolument. Mais je le crois. Moi, je pense que ça doit demeurer une cible, que cette limitation du pouvoir fédéral de dépenser. Même chose, soit dit en passant, pour le déséquilibre fiscal, dont on n'entend plus parler depuis quelques années, parce que, bon, il y a eu des déficits importants à Ottawa. Mais c'est un serpent de mer, ça revient voilà, qui est un problème structurel et qui va revenir. Alors ça, ce sont des cibles extrêmement importantes. Dans le contexte du ça ferait partie de la réparation que M. canadien. Couillard devrait demander? Ah, je crois que oui. Donc, on a deux éléments, là? Oui, puis voyez-vous, vous parlez de deux éléments où des choses peuvent être faites sans toucher à la Constitution. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible qu'on obtienne, par voie d'entente, une limitation du pouvoir fédéral de dépenser. Parfait. Une entente qui ne pourrait être dissoute que par la volonté des deux partenaires, des deux parties signataires. Même chose pour le déséquilibre fiscal. Le déséquilibre fiscal n'est pas un enjeu qui est de nature constitutionnelle en soi. Non. Alors, ce sont, oui, là, des objectifs auxquels vous avez raison. On doit s'attaquer en priorité. Et il est vrai que le pouvoir fédéral de dépenser s'exerce, selon la Cour suprême, peut s'exercer indépendamment du partage des pouvoirs législatifs, ce qui est un problème en soi. Ça va de soi. On vous écoute.
question, c'est de savoir quel est, selon l'avis de nos invités, les moyens qui, de nos jours, pourraient peut-être être mis plus spécifiquement en pratique pour faire valoir les moyens que Charles de Coninck recommandait de mettre en valeur pour augmenter l'amour de la patrie. Comment on peut relancer l'amour de la patrie? Pas évident. Non, relancer l'amour de la patrie. Ce qui est sûr et certain, en tout cas pour moi, c'est qu'on a raté, tous les gouvernements d'ailleurs, les cours d'histoire. Ah, bon, oui. Les cours d'histoire. Et que tous les gouvernements, c'est comme incompréhensible, encore plus, de la part du gouvernement, des gouvernements du Parti québécois, d'avoir comme pas, je dirais, avec une certaine désinvolture, finalement, ne pas s'être préoccupé des cours d'histoire nationale. Me semble. Il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Oui, transmission qui ne s'est pas faite. Et on n'a pas été assez conscient, finalement, de l'importance de l'histoire nationale, d'enseigner l'histoire nationale, comme vous dites, Antoine, de transmettre. Et aujourd'hui, il y a peut-être 2 générations aujourd'hui qui sont sorties de nos écoles et de nos cégeps. Il s'agit d'enseigner, ne serait-ce qu'un peu à l'université, comme je l'ai fait, pour être absolument catastrophé. Alors, la dernière fois, Pierre Duchesne a voulu remettre au collégial un cours... C'était bien enligné, ça. C'était bien enligné. Non, mais c'est vrai, il y avait un bon rapport de Jacques Beauchemin. Jacques Beauchemin était remarquable. Voilà, remarquable. Mais comment ça se fait qu'on a laissé, depuis les années 70, en jachère, tout ce chantier-là? Ça, c'est une réponse. Question? Jean-François Doré. Quand on vote, on fait plusieurs choix qui sont réduits à une case. On vote pour le député, pour le parti, pour le chef de parti, pour le programme, et malheureusement, on doit faire un seul X. Donc, ma question précise et brève, est-ce que dans la Constitution canadienne, si, admettons, on a l'idée d'avoir un système présidentiel au Québec, donc d'avoir un président et distinct de l'Assemblée nationale, est-ce que dans la Constitution, c'est possible de le faire? Honnêtement, j'aurais tendance à dire non. Il faudrait changer la charge du lieutenant-gouverneur. Parce que la charge du lieutenant-gouverneur et de la reine est protégée constitutionnellement et ne peut être modifiée qu'en vertu de la règle de l'unanimité. Alors, ça veut dire que si vous optez pour un système présidentiel en vertu duquel vous élisez le président, à titre d'exemple, au suffrage universel, ou vous le désignez de quelque façon que ce soit, ce président devient le chef de l'État. Ça ne marche pas. La Constitution canadienne prévoit que le chef de l'État canadien, c'est la reine. Et là, on a modifié la charge de la reine avec la loi sur la succession royale. Non, on l'a modifié. Un instant, on en reparlera de ça. Je sais. C'est un beau débat, ça. Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir, Jocelyn Tremblay. Actuellement, le projet de loi C-51 est à l'étude à Ottawa. Puis comme tout le monde le sait, c'est un projet de loi qui touche nos droits fondamentaux, les libertés publiques. Et le Québec a des choses à dire là-dessus. Il y a 3 ministres du gouvernement du Québec qui souhaitaient s'exprimer là-dessus. Puis le gouvernement fédéral leur a dit non, on ne veut pas vous entendre. Alors moi, la question que je pose à nos 3 panélistes, est-on passé du fédéralisme de correspondance au principe de convergence? Merci. Louise Baudouin. Mais le fédéralisme de correspondance, ça, c'était entre Bernard Landry et puis Stéphane Dion, non? Non, c'était entre Jean Charest et Stephen Harper et Christine Saint-Pierre aussi, qui envoyaient des lettres. Puis à un moment donné, Yvon Vallière a dit « C'est terrible, on ne répond même plus à nos lettres. Même plus d'accusés de réception. »
Écoutez, moi, je pense que la question pour moi revient, puis dans le fond, j'ai beaucoup d'empathie et puis d'admiration pour Benoît, que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé qui a fait une belle carrière politique. Comment je dirais, sans insulter personne, en étant très digne à l'Assemblée nationale, en étant donc un ministre responsable et tout. Mais comme Louis Duclos, moi, je pense que le vrai choix, c'est entre le statu quo, bon, ça se défend très bien, et puis l'indépendance. Et que la réalité, bon, Maxime Bernier a dit, vous pouvez arrêter de nous envoyer des motions unanimes, on les lit même plus, bon, etc. On en est là. Et je ne crois pas qu'avec M. Mulcair ou avec Justin Trudeau, que ça change dans le bon sens. J'ai rien vu, rien entendu, rien lu qui me laisse croire ça. Par conséquent, j'en reviens au choix donc qui est le nôtre. Et puis, j'apprécie beaucoup ce que dit Benoît. Puis, si c'était possible, bien, mon Dieu, ce serait quand même intéressant, mais ça ne l'est pas, à mon avis. Oui. Deux choses. La première, c'est que moi, j'estime que, et je le répète, il y a possibilité d'améliorer le statut du Québec à l'intérieur du Canada sans passer par la voie de la modification constitutionnelle. Il y a une obsession par rapport à la Constitution. Les gens pensent que la seule façon de faire avancer une société, c'est en constitutionnalisant les choses. Ah oui. Alors qu'à mon avis, il y a bien d'autres façons de faire avancer une société. Oui, mais c'est parce qu'on parle toujours en termes de droits fondamentaux. Je comprends, mais et on parle aussi d'un pacte national, d'un pacte important. Et puis c'est pour ça qu'on renvoie au dossier constitutionnel. Mais il y a beaucoup d'autres façons de faire progresser la société québécoise à l'intérieur du Canada sans toucher à la Constitution. Mais en même temps, vous savez, il n'y a rien qui peut être fait si la population ne se mobilise pas. Et l'un des problèmes qu'on a, et Louise avec sa cause, et moi avec la mienne, c'est que les gens nous abandonnent quand on mène un combat politique. Moi, j'ai souvent été abandonné par le public. Par votre caucus? Non. Non? Par le public, quand j'ai mené des combats politiques face à Ottawa, c'est-à-dire que je sentais que l'appui de la population n'y était pas. Les gens se disaient finalement, c'est un empêcheur de tourner en rond. Passons donc aux vraies affaires. Oui. Voilà, c'est ça. Mais juste pour ajouter là-dessus une phrase, moi j'ai vécu avec Lucien Bouchard la loi sur la clarté. Ah ben là, nous autres, on déchirait notre linge puis on disait, mais il n'y avait personne derrière. Je vous le dis, là, la loi sur la clarté, là, il n'y avait personne qui... Nous, on se disait, on devrait même faire, je ne sais pas, une élection là-dessus. Puis Benoît est d'accord, parce que j'ai vu que vous aviez dit que vous avez écrit là, dans votre livre, ça n'avait pas d'allure. Mais René Lévesque disait des choses comme ça au moment de 82. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû faire une élection spéciale, justement, faire un grand geste à ce moment-là? Oui, ça peut-être. Honnêtement, rétrospectivement, peut-être, oui. Oui. Mais, parce qu'il y a eu des manifestations. Oui. Mais c'est vrai que la population se mobilise plus sur la langue. C'est fini, ça. Benoît a raison, c'est terminé. Mais ça ne confirme pas un peu mon hypothèse de la nation qui est travaillée au corps par des phénomènes? Moi, je pense que c'est autre chose. C'est le désabusement par rapport à la classe politique, puis par rapport à la politique elle-même, puis le cynisme. Et ça va... C'est autre chose que la nation là, qui est en cause. C'est notre rapport à la politique. Louis Germain. Ça va conclure. C'est à vous. La dernière question. Monsieur Pelletier, vous avez dit qu'une nation s'inscrive dans un plus grand ensemble. Peut s'inscrire. D'accord. Beaucoup de nations le font. La question, j'aimerais savoir ce que Charles de Koning penserait sur où est-ce que la nation commence et où est-ce que le grand ensemble commence? C'est quoi le grand ensemble dans lequel le Québec devrait s'inscrire? Le Canada, l'Amérique du Nord? Quelles sont les nations? Où est la limite des nations qui doivent composer un grand ensemble? Où est-ce qu'on va chercher ça, là? Le grand ensemble, ça devrait être l'ALENA ou le fédéralisme canadien? Bon, oui, c'est celui qui existe, mais qu'est-ce que Charles de Koning, puis je pose la question aux trois en rafale, politiquement aux deux,
philosophiquement au troisième. Qu'est-ce que Charles de Koning penserait de ça? Qu'est-ce que la limite de la nation et la limite de l'ensemble? Ce que j'ai compris, c'est que Charles de Koning a été, lorsqu'il a écrit ces textes, a été fédéraliste, mais il a prévenu les Québécois contre les dangers d'une centralisation à outrance du régime canadien, c'est-à-dire d'une dérive du fédéralisme. Et à mon avis, ces deux conclusions valent encore aujourd'hui. Louise Baudouin. C'est ça qu'on peut dire, que la dérive du fédéralisme, bon, moi je prétends que depuis 1982, on y est, c'est clair dans mon esprit. Bon, Jacques en a un peu parlé. Maintenant, là, ce que Louis Germain pose comme question, c'est autre chose. Là, c'est vrai, Louis, que toute nation s'inscrit dans un ensemble. Maintenant, plus grand, c'est l'Europe, c'est bon, mais c'est l'Europe des nations en passant. L'Europe fédérale, là, on s'en éloigne plutôt que de s'en rapprocher, alors qu'il y a eu un temps où on aurait cru que c'était le mouvement vers lequel l'Europe s'en allait. Mais là, quand on regarde ce qui se passe, on en conclut vraiment que c'est l'Europe des nations qui se construit. Alors, puis c'est la même chose pour X, Y, Z, mais c'est pas, dans le fond, c'est ça la réponse, c'est que c'est pas dans ce cadre-là que s'inscrivaient les travaux puis les écrits de Charles de Koning. Jacques Vallée? Oui, je dirais que Charles de Koning définissait la nation sociologiquement. Alors, les Canadiens français du Québec, pour lui, constituaient d'abord, en 1954, il utilise l'expression « un peuple ». Et il ira en 1963, au Palais Montcalm, employer jusqu'à l'expression « la nation », parlant du Québec. Alors, c'est dans un cadre sociologique qu'il définit la nation. Mais il disait qu'une nation pouvait, comme l'a dit Benoît Pelletier, pouvait faire partie d'un ensemble plus vaste fédéral, mais pour autant qu'on la respecte. Et alors, il y a de très beaux passages dans son livre, ou dans ses livres, dans son recueil de textes, où il montre que la nation précède, elle vient avant, elle est à naissance, et qu'un régime politique devient despotique s'il nie la nation. Il emploie le mot, s'il nie la nation, il devient despotique. Et alors, ce qui me frappe dans le débat, au moment de la politique fonctionnaliste en 1950 et dans les textes de Trudeau de 1967, que Charles de Koning n'a pas connu, les textes de 1967, c'est que Trudeau bâtit son système constitutionnel sur l'égalité de toutes les provinces. Et alors, au fond, il veut faire entrer la société dans un système théorique. Ça, c'est vrai. Et alors, pour Charles de Koning, la position est inverse. Ce n'est pas la réalité qui doit entrer dans un système idéal, c'est plutôt le système qui doit être adapté à la réalité. Et le Québec étant différent, distinct, et étant une nation, ben, il faut que le système, s'il reste dans le système fédéral, il faut que le système fédéral s'adapte. Et ça c'est. Et alors, il y a comme chez Trudeau un platonisme où on part d'idées abstraites, puis on veut faire rentrer la réalité dans le système. On part du ciel des idées. Mais ça a marché? Ah, mais ça ne marchera peut-être pas toujours. C'est fait pour durer 1000 ans en plus. Oui, Aristote dirait une constitution qu'on veut faire. Moi, paraphrasant Aristote, une constitution qui voudrait durer 1000 ans, c'est comme faire vivre un éléphant 1000 ans. C'est aussi difficile. Il n'y a pas aucune constitution dans le monde qui a jusqu'à maintenant duré 1000 ans. Et elle se défend. Les sociétés les défendent. Merci beaucoup. Merci infiniment. On peut les applaudir, oui. Thomas. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Thomas de Koning, qui va prononcer le mot de la fin. Merci. Merci à vous. Est-ce que le son est bon? Oui. Bien. Comme dit un de mes fils, je serai bref mais court.
Alors, comment conclure un débat aussi riche, sinon, comme le faisait Platon, au terme de ces dialogues, appelés à juste titre les dialogues socratiques, en disant « on continuera demain ». Il y aura de quoi faire, hein, pour peu qu'on retienne quelques-unes des idées forces mises de l'avant ce soir. J'en ai fait toute une liste, là, en écoutant, et j'ai un peu renoncé. De toute façon, vous venez de les entendre. Le fédéralisme renouvelé, souveraineté impossible ou possible, multiculturalisme, et tous ces problèmes. Ce que j'aimerais retenir, c'est peut-être, malheureusement, c'est ma déformation professionnelle, une dimension plus philosophique, justement, qui était évidemment celle de Charles de Coninck, et que Jacques Vallée a mis admirablement en relief tout à l'heure, mais aussi dans son excellente introduction au volume. Le volume vaut déjà simplement par son introduction, je crois, et qui est d'abord le problème du grand État, qui nous envahit de toutes parts, la tentation ultimement totalitaire de centralisation. Plus on est loin des problèmes, mieux on pourra les résoudre, croit-on. La centralisation, etc., la réduction du politique à la gestion, à une forme de gestion, qui adopte donc plutôt le modèle de l'artefact, de la technique, plutôt que ce qui a été mentionné déjà tout à l'heure dans la discussion à propos de la phronésis, comme l'a rappelé Antoine Robitaille, la prudence, à la question qui a été posée, quelle décision a été prise par Charles de Coninck en 1995, je pense, etc. En effet, c'est une question de prudence. Comment est-ce qu'il aurait analysé les circonstances à ce moment-là? C'est se laisser mesurer par la réalité concrète, par la complexité du concret. Ce qui est très intéressant, ce qui est admirable dans ce panel, c'est qu'il était composé de personnes qui respectent dans leur vie, dans leur pratique, on l'a vu ce soir, le va-et-vient indispensable en politique, de la pensée à l'action et réciproquement de l'action à la pensée, pour que la pensée respecte justement cette complexité du réel. Indispensable, mais qui disparaît, ce va-et-vient de la pensée à l'action, qui disparaît dès que la démocratie dégénère en démagogie, on le constate assez de nos jours. L'expérience de nos panélistes, et de Jacques et d'Antoine, leur a appris de surcroît non seulement l'impact désastreux des idées non critiquées sur l'action, des idées trop abstraites, on va appliquer telles quelles. Ça s'appelle la méthode de Procuste, n'est-ce pas? C'est vieux comme le monde. Et réciproquement, c'est ça. C'est-à-dire celui d'une pensée aussi, l'aspect désastreux d'une pensée qui fait fi du concret et des difficultés qu'il pose. Et c'est spécialement évident en politique où c'est écrit en plus grosses lettres, comme le faisait remarquer Platon. Alors, ils auront aidé à mieux continuer demain, justement, je crois. Mais j'aimerais tout de même ajouter une autre réflexion. On a souligné aussi à quel point, chez les anciens Grecs, dont nous héritons quand même tellement sur le plan de la réflexion politique, l'insistance sur le bien commun, l'insistance sur le fait que la priorité d'un gouvernement, c'est l'éducation. L'éducation vient avant tout le reste, la culture. Tout à l'heure, on vient juste d'évoquer le problème de faire avancer la société, de faire en sorte que les jeunes soient plus éveillés à leur patrie, à leur histoire, à ce qu'ils sont, parce qu'on est constitué par son passé. Quand on perd la mémoire, les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ne savent plus qui ils sont. Ils ne reconnaissent plus personne. Le passé, c'est capital pour la vie et pour la vie humaine. Il me semble... Je terminerai sur une question, n'est-ce pas, comme je vous poserai. Est-ce que la seule façon de sortir de tous ces problèmes, dont la complexité a été de nouveau très bien
marqué par nos panélistes n'est pas l'éducation et la culture. La culture, c'est l'épanouissement de l'être humain. Benoît Pelletier a relevé ça tout à l'heure sur cette dimension qu'il avait lue d'ailleurs dans le bouquin, sur l'accent sur le bien commun et sur les valeurs humaines dont le politique est responsable, justement dans la mesure où il est responsable de l'éducation et de la culture. Est-ce que ça n'est pas de ce côté-là, et uniquement de ce côté-là, qu'on pourra ultimement trouver des solutions au genre de problèmes si complexes que nous avons bien entendus et pu constater ce soir? Voilà. Alors, il me reste donc il nous reste à remercier toutes les personnes qui ont si bien contribué à cette énergique table ronde. Les remercier toutes très chaleureusement, ainsi que Madame Louise Baudouin, Monsieur Benoît Pelletier, Jacques Vallée, ainsi que l'excellent animateur du débat, Monsieur Antoine Robitaille, et à remercier également tous les participants de la salle pour leur vigoureuse intervention. Donc je vous invite à applaudir tout ce monde très fortement. Merci. Au revoir.